Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est, je pense, l'une, voire la meilleure vidéo de ma chaîne YouTube. C'est une interview de Mathieu Colombarini. Donc, Mathieu Colombarini, il a plusieurs casquettes. Il est actuellement analyste private equity au sein de Turen Group. Il a également fondé le podcast Bienvenue au Capital que je vous invite à aller écouter, cofondé l'association Capitalisation et plein d'autres sujets dont on parlera au cours de cette interview. Cette vidéo est assez exceptionnelle selon moi parce qu'on va retracer tout le parcours de Mathieu Colombarini, qui est un parcours qui est très intéressant, mais également parce que Mathieu, tout au long de cette interview, va donner des conseils pratiques à forte valeur ajoutée pour toutes les personnes qui s'intéressent au milieu du M&A et du private equity. Donc je vous conseille vivement d'écouter l'intégralité de cette vidéo. Cette vidéo sera divisée en 5 grandes parties. La première partie portera sur les études que Mathieu a effectuées, et notamment pourquoi est-ce qu'il a décidé d'effectuer un Master Spé au sein de l'EM Lyon. La deuxième partie portera sur ses expériences professionnelles, donc les différents stages qu'il a effectués et pourquoi il a choisi d'effectuer ces stages. La troisième partie portera sur les différents projets que Mathieu a menés en parallèle de ses études et de ses stages, comme son association, mais surtout son podcast Bienvenue au Capital. La quatrième partie portera sur le début de sa carrière, comment est-ce qu'il a fait pour trouver un CDI à l'issue de ses études en private equity, sans forcément passer par la case M&A ou TS. Et la cinquième et dernière partie sera en quelque sorte le mot de la fin de la vidéo, dans lequel Mathieu continue de donner justement des conseils pour toutes les personnes qui veulent potentiellement faire carrière dans le milieu de la banque d'affaires ou de la banque d'investissement. Introduction de cette vidéo terminée, maintenant je vous laisse avec l'interview. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour réaliser cette vidéo. Ce que je te propose, c'est qu'on commence directement et je vais te laisser par te présenter. Ok, donc déjà bonjour Hugues, merci de me recevoir. Donc je m'appelle Mathieu Colombarini, j'ai 26 ans. J'ai fait l'EM Lyon, le master spécialisé en finance. Avant j'avais fait Cadge en PGE. Et je viens de commencer en mai, donc on enregistre fin août, en tant qu'analyste private equity chez Turen Group. Ok, super. Merci beaucoup. En introduction, j'aurais déjà dit un petit peu les 5 grandes étapes de cette vidéo. Donc on va commencer directement avec la première. Ou est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes études? Tu m'as dit que tu as effectué d'abord Kedge et ensuite le Master Spé de l'EM Lyon. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur peut-être avant Kedge et les raisons pour lesquelles tu as justement candidaté et ensuite réalisé le Master Spé de l'EM Lyon? Oui, bien sûr. Avant Kedge, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation. En fait, au bac, j'avais fait un bac S sciences de l'ingénieur et on avait un projet à faire pendant toute l'année de terminale en sciences de l'ingénieur. Et je me suis rendu compte que je préférais présenter le produit, faire la présentation, la démonstration du produit, plutôt que le créer. Donc je me suis dit que les écoles d'ingénieurs, c'était peut-être pas trop fait pour moi et qu'il valait mieux que j'aille en commerce. Okay. Comme je voulais travailler à côté des études, à côté d'une prépa, on n'a pas trop le temps. Et donc j'ai choisi de faire un DUT en tech de co, donc des matières négociation, marketing, communication. Et ensuite, j'ai fait un stage pendant cet IUT et mon tuteur de stage me dit j'ai mon frère qui a fait Kedge, c'est une super école, tu devrais aller voir. Donc je suis allé à Kedge, j'ai passé le concours, je suis allé à Kedge. Là-bas, je me suis rendu compte que le programme qu'on avait, donc pour les étudiants qui nous écoutent, qui ont fait un IUT, qui derrière, maintenant c'est en 3 ans, je crois, c'est plus en 2 ans, okay. Mais qui vont aller en école. L'année qui tout de suite après, c'est vraiment les révisions, ce qu'on a fait pendant 2 ans. Et donc je me suis dit, pour arriver à voir un peu des nouvelles matières, je vais suivre plutôt des cours de finance stratégie. C'était un parcours à la carte à Kedge. Okay. Et donc j'ai fait 2 ans de cours plutôt finance strat. Et donc ça nous amène à ma césure, où en fait j'ai trouvé une offre chez Euraseo dans le service relations investisseurs. Et là, il fallait à la fois avoir des compétences plutôt en communication, marketing, et à la fois des compétences un peu en finance, en stratégie. Donc je me suis dit, ça mixe un petit peu ce que j'ai fait pendant les 4 dernières années. Donc j'ai postulé, je suis allé chez Euraseo. Et c'est là où j'ai découvert le monde du private equity et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer d'y faire quelque chose. Ok, super. De toute manière, on y reviendra sur cette partie-là dans la deuxième partie de la vidéo sur tes expériences professionnelles, mais super. Et donc, à la suite de ta césure, tu as repris Kedge pendant 1 an, j'imagine. C'est ça. Et donc, tu as décidé quand même d'effectuer un Master Spé au sein de l'EM Lyon. Peux-tu me dire un petit peu les raisons? Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça t'a permis de développer en plus en termes de compétences, peut-être en termes de réseau aussi? Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les raisons qui t'ont poussé à effectuer ce choix? Tu viens de donner la réponse. Ok, désolé. Non, justement c'est top. Tu viens de donner la réponse parce que c'est à la fois, tu as un aspect un petit peu évident où ça va te faire ton réseau, donc à court terme ça te permet d'avoir un job, et à moyen long terme tu vas rencontrer des personnes qui sont en M&A, en TS, des banquiers
qui ont fait la même école, et donc forcément tu vas créer un petit peu de lien plus facilement, donc tu as un aspect réseau. Mais moi j'avais aussi un autre gros aspect, c'est que c'est un master, donc anciennement à Lyon c'est ingénierie financière, c'est assez poussé sur la corporate finance, et en fait j'avais envie de me dire que j'ai suivi les cours attentivement pendant 1 an, et en me disant que donc j'avais un pool de compétences, et qu'arrivant en stage derrière, dès que j'avais pas une réponse à une question, dès que je connaissais pas quelque chose, j'avais aucune honte à demander, parce que je savais que j'avais un pool de compétences, et que si je l'avais pas vu en cours, c'est que j'étais pas censé le savoir, et donc j'avais aucun problème à poser des questions. Et donc c'était un petit peu pour m'éviter d'avoir tu vois, le syndrome de l'imposteur, et de me dire ah je suis censé savoir et pas oser poser des questions, c'est un peu bête. Et donc voilà, à la fois pour l'aspect réseau, et à la fois pour me dire j'ai l'impression que j'ai un bon niveau d'étudiant en corporate finance, et derrière, je peux poser toutes les questions auxquelles j'ai pas les réponses. Ok, super intéressant. Donc ça en quelque sorte fait augmenter ta confiance en soi d'un point de vue, d'un point de vue purement technique financier. Mais ok, qui est très intéressant. Et je pense que les gens seront ravis de connaître ces raisons-là parce que, comme je te disais, on me pose souvent la question. Top. Donc on a couvert la première partie sur tes études. Maintenant, passons à la deuxième partie sur tes expériences professionnelles. Tu as commencé à en parler vis-à-vis de ton expérience au sein d'Eurazeo. Ouais. Tu as déjà donné les raisons pour lesquelles tu as rejoint cette expérience-là, mais qu'est-ce que ça? Je pense que la réponse est assez obvious, disons, dans la mesure où maintenant tu travailles dans private equity, mais est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus, des raisons qui t'ont poussé de passer d'un poste de relation investisseur, même si c'était en césure, à maintenant en private equity? J'imagine que tu as pu rencontrer des gens là-bas qui t'ont développé de nouvelles idées en tête d'un point de vue parcours professionnel, projet professionnel. Est-ce que tu peux y revenir un petit peu dessus? Ouais, bien sûr. Et je voudrais juste ajouter un point sur les études, c'est que c'est aussi un conseil qu'on m'avait donné, parce qu'au moment, donc, en arrivant chez Eurazeo, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai voulu commencer en investissement, en fait on m'a donné 3 conseils pour arriver à commencer en investissement. C'était de faire des études qui se considèrent comme les bonnes études, donc en fait un top 5, et vraiment tout le monde me donnait ce conseil-là. Donc tu vois, tu dis que c'est une question que tu as beaucoup, j'abonde dans, j'imagine ce qui est ta réponse, c'est que c'est quand même plus facile en ayant fait une école, donc ce qu'on appelle les top 5 en école de commerce. Donc il y a l'EDEC, l'EM Lyon et les parisiennes. Et donc il y avait ce conseil-là sur les études. Il faut aussi avoir les bonnes expériences, et il faut aussi connaître un petit peu du monde, parce que les offres, elles sont pas toujours publiques. On pourra y revenir. Mais donc précisément pourquoi l'investissement, j'ai trouvé ça intéressant à ce moment-là. Je suis arrivé chez Eurazeo au moment où Eurazeo rachetait Idinvest. Okay. Et en fait, donc Eurazeo de base, c'est pour les personnes qui suivent ta chaîne, je crois qu'hier tu as fait une vidéo sur comment fonctionne un fonds d'investissement. Tout à fait, oui. Et en fait, Idinvest donc, était un fonds d'investissement, donc gérait de l'argent pour compte de tiers. Ça veut dire qu'ils bossaient avec des banques, des assurances, qui leur confiaient de l'argent pendant 10 ans. Ils l'investissent en dette privée, en venture capital, enfin bref, dans plein de métiers. Et ensuite, ils doivent rendre l'argent au bout de 10 ans. À ce moment-là, Eurazeo, donc en 2018, c'était une boîte qui gérait ses propres fonds, ses fonds propres. Et donc, qui n'avait pas d'horizon de sortie quand elle investissait dans une boîte. Et donc, quand Eurazeo, qui est une boîte cotée, rachète Idinvest, il faut expliquer à tous les actionnaires que le business model change totalement. Parce que c'est pas juste, c'est pas un modèle où on achète une boîte et dans 10 ans on va faire une super plus-value et c'est comme ça que se construit le modèle. C'est maintenant un modèle où on a des management fees j'invite les gens à aller voir ta vidéo sur le modèle du fonds pour comprendre comment fonctionne un fonds. Mais donc c'est un autre business model. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais c'est une industrie qui est hyper intéressante, parce que j'arrivais au moment où l'équipe devait l'expliquer donc, aux actionnaires, et donc on a rencontré les différents dirigeants d'Idinvest qui nous expliquaient, voilà ce que c'est le fonds de fonds, voilà ce que c'est la dette privée. Et donc, je me suis dit, c'est un métier qui est large, où en fait il faut une grosse palette de compétences, parce qu'il faut être bon en finance, mais aussi en stratégie, en juridique, il faut avoir un bon côté relationnel. Et donc, c'est un côté qui est très large. Quand on est curieux, on voit tout le temps des nouvelles boîtes, on rencontre des nouvelles personnes. Donc, c'est hyper intéressant. Et en fait, donc, étant quelqu'un de plutôt curieux, j'ai envie d'avoir une palette assez large, une bonne vision du monde de l'entreprise, assez naturellement, je me suis dit que c'était intéressant. Et après, donc, à ce moment-là, je découvre aussi le M&A, qui est un métier qui est quand même un peu lié. J'ai choisi de plutôt essayer de me diriger vers le PE en me disant que c'était une différence de mentalité entre accompagner une boîte pendant les 6 mois de sa session, de sa levée de fonds, ce qu'on veut, et ensuite passer à un autre dossier,
et vraiment investir, l'accompagner, l'aider à se développer, la céder. Je suis un peu plus quelqu'un de long terme, donc je préfère cette approche. Et j'étais peut-être un peu long, mais voilà pourquoi. Non, mais c'est super intéressant. Et ce qui est marrant, c'est qu'en entretien, généralement en private equity, quand on m'a dit pourquoi le private equity et pas le M&A, je disais justement, je mentionnais l'aspect long terme pour mes stages, donc je te rejoins à 100% sur ce point. Et donc, quand tu étais au sein de Razo, tu as été un peu proactif et tu as essayé de parler à un maximum de personnes, c'est ça? Et ces personnes-là t'ont donné ce conseil? Exactement, Okay. Exactement, aussi bien en interne que j'ai rencontré, on était énormément de stagiaires, donc on rencontrait les copains des uns des autres qui étaient dans d'autres fonds et donc qui m'expliquaient et donc le métier, comment c'était d'être plutôt côté investisseur. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, il y a vraiment 3 conseils qui revenaient. Donc je martèle un peu, mais c'était vraiment c'est la recette de cuisine, c'est avoir une école top 5, c'est avoir des expériences qui sont cohérentes, et c'est pour ça qu'après j'ai fait du TS, du M&A Corporate et des stages en PE, et c'est connaître un petit peu de monde, et c'est ce que j'essaie de faire depuis quoi. Et que tu réussis à très bien faire vu ton parcours. Mais ok, c'est super intéressant, et c'est marrant parce que je me revois un petit peu, le stage que tu as effectué au sein de Razo, moi j'ai effectué un stage au sein d'Andera Partners, mais c'était plutôt en middle office. Et justement, j'ai été un petit peu aussi proactif, où je parlais aux co-stagiaires qui étaient eux côté investissement, à des personnes qui étaient également côté investissement, mais plus opérationnels, donc des gens en tant que chargé d'affaires. Et j'ai recruté pas mal de conseils qui sont similaires aux tiens. Donc, tu faisais quoi chez Andera? J'étais en contrôle interne, donc c'est un premier stage que j'ai effectué de 3 mois en tant que compliance officer. Qui est plutôt. Donc c'était donc la L3 et le M1, du coup, tu savais déjà que tu voulais faire ça? Non, en fait, vu que j'ai effectué des études en droit, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de faire c'est un petit peu du droit financier à la compliance et entre les deux, et que la finance m'intéressait aussi. Raison pour laquelle j'ai effectué ce stage-là, mais en effet, comme toi, en fait, je pense que s'il y a bien un conseil aussi à garder en tête, c'est être proactif pendant son stage, ne pas penser qu'à ses propres missions, mais aussi d'aller parler à des services un peu connexes, notamment quand on fait un stage dans un fonds d'investissement où les personnes sont super intéressantes. C'est clair, et peut-être qu'on se rendra compte que en fait, le métier de l'investissement, on y reviendra, mais il y a aussi des côtés qui sont moins intéressants que dans d'autres postes. En fait, c'est juste selon ce qu'on préfère, et peut-être que ça permet aussi de se rendre compte que le poste de relation investisseur, par exemple, si on a une patte assez commerciale, qu'on aime, tu as des parties relations investisseurs qui sont plus dans la levée de fonds, tu as des parties qui sont plus communication financière, et en fait, c'est plein de métiers qui sont aussi hyper intéressants, et ça permet de se rendre compte de ce qu'on veut faire, parce que on a beau, dans l'idéal, un stage, c'est pour savoir ce qu'on veut faire, mais dans la pratique, tout le monde construit son CV de manière hyper sharp, et en fait, on ne s'éloigne pas trop des cases qu'on est censé cocher pour arriver dans ces métiers-là, et au moins discuter avec un maximum de personnes, ça permet un petit peu de justement découvrir des métiers plus qu'en faisant plein de stages différents. Exactement, très intéressant, et merci pour les 3 conseils. Maintenant, si on suit un petit peu le cours de ton parcours professionnel, après Razo, tu as effectué une autre expérience. Enfin, on comprend que maintenant, tu as construit ton CV pour ensuite, à l'issue de tes études, travailler en private equity, si je ne me trompe pas. Et donc, qu'est-ce que tu as fait ensuite après Razo? Je ne sais pas si tu veux aller dans le détail ou si tu veux passer rapidement, mais qu'est-ce que tu as fait après et pourquoi est-ce que justement tu as choisi les différentes expériences que tu as effectuées? On m'a conseillé de faire soit du M&A, soit du TS. J'ai trouvé un stage en TS chez PwC, et donc pour le coup c'était hyper intéressant, c'était très technique. Donc le TS, tu as fait une vidéo dessus aussi? Oui, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos où je disais justement 3 ou 4 expériences qui permettent de faire un peu décoller ton CV, donc en effet... Ça en fait partie. ça en fait partie. Et donc voilà, j'ai fait du TS, du M&A Corporate en alternance, et ensuite des stages en PE. Parce que, comme tu l'as donc dit sur ta chaîne, c'est TS, M&A, PE qui sont un petit peu les voies royales. Mais ok, super intéressant. Et là, en plus, avec l'aspect un peu communication financière en relation investisseur et très technique TS, c'est vrai que tu avais un profil parfait pour... Il fallait que je compense. Fallait que je compense. C'est pour ça que en fait, je suis pas allé en M&A, parce qu'en M&A, on fait quand même beaucoup de slides, beaucoup de marketing, beaucoup de communication. Et en fait, moi, le service dans lequel je suis arrivé, dépendait directement de la CEO de l'époque. Il y avait une charge assez intense, et en termes d'école de rigueur, pour un premier stage de césure où on arrive, on nous dit la rigueur c'est important, on a l'impression de savoir ce que c'est, pas du tout. On se prend une vraie une grosse vague à la tête, pour rester poli, en termes de slides, de formatage, tout ça, j'avais l'impression
j'avais un peu appris. Et donc, il fallait que j'apprenne la partie plus technique, donc TS. Mais ok, super intéressant. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir parlé justement de tes études et de tes expériences professionnelles avant bien sûr de commencer ton CDI en tant qu'analyste private equity. Maintenant, on va passer au troisième point de cette vidéo où j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de tes projets que tu as entrepris en parallèle de tes études, donc notamment ton podcast, l'association que tu as créée et peut-être d'autres projets dont tu veux peut-être nous parler. Donc voilà, je te laisse la parole peut-être de nous introduire un petit peu parce que je ne sais pas si toutes les personnes sont au courant justement de ton podcast. Nous en parler un petit peu et puis je rebondirai sûrement sur ce que tu diras. Ouais, ok, top. Écoute, tu en as parlé, tu as parlé du podcast, donc Bienvenue au Capital, l'association Capital Initiation. Pour moi même ça avait commencé un peu avant parce que quand je te disais que j'ai fait l'IUT pour bosser à côté, tu vois, j'étais ambassadeur Red Bull au campus vois, de Grenoble où j'ai fait mon IUT, donc tu vois, c'était une expérience super marrante. Ensuite à Kedge j'ai monté une petite agence digitale, je faisais des sites web, tu vois, j'ai toujours aimé faire des choses à côté de l'école parce que je considère que c'est hyper formateur à côté de la formation. Et que en France on est quand même sur des cours en amphi, des choses assez théoriques et que pour moi la pratique, ce qu'on apprend sur le terrain c'est tout aussi important et donc j'ai commencé le podcast, j'ai fait mon mémoire de fin d'études de Kedge et pour ce mémoire là je faisais des interviews qualitatives et j'ai rencontré une dizaine de professionnels du PE. Et en fait, à chaque fois, nos échanges, ils étaient juste passionnants. Et quand on sortait des interviews, je dis non parce que le mémoire, on l'a fait à deux, avec un copain qui s'appelle Ashraf, que je salue. Et donc, on sort de ces rencontres et on en parle à nos potes. Et à chaque fois, ils nous disent, mais attends, ça m'a l'air passionnant, j'aurais bien aimé être là avec toi. Et moi, j'adore les podcasts, j'en écoutais plein. Il n'y en avait aucun francophone sur Private Equity. Et je me suis dit, en fait, je vais juste acheter des micros et faire exactement la même chose, avoir les mêmes discussions, mais avec des micros en plus. Et donc, pendant le deuxième confinement, donc en 2020, j'étais en stage et on n'avait pas le droit de prendre nos PC chez nous. En gros, on a été à l'arrêt total d'activité pendant un mois, les stagiaires, souci de confidentialité. Et donc, j'avais plus aucune excuse. Je venais de finir mon mémoire pour Kedge, j'avais cette idée de podcast, j'avais un mois à tuer. Et donc, j'ai créé ma petite charte graphique avec un orange bien pétant, histoire que les gens puissent un petit peu comprendre l'identité visuelle avec quelque chose d'un peu flashy. Et donc, le principe, c'est des rencontres avec des professionnels du private equity. Donc, on a pas mal de partenaires, de présidents de fonds, des gens qui ont monté leurs fonds ou qui ont monté les échelons au fur et à mesure. Mais on a aussi des juniors, des M&A, un avocat. Enfin, tu vois, on a l'écosystème du private equity pour essayer de comprendre un petit peu ce monde qui paraît quand même vraiment opaque quand on est étudiant et on a un petit peu l'impression que c'est des gens grisonnants dans leur tour d'ivoire, inaccessibles, alors que en fait, comme on entend sur tous les épisodes de podcast, en fait, c'est des gens juste normaux qui vont aussi faire leurs études et qui ont plein d'anecdotes marrantes et qui font un métier qui les passionne. Sinon, vu l'intensité qu'il y a dans le métier, 25 ans plus tard, ils ne seraient plus là. Donc, ils sont juste passionnés par ce qu'ils font. Et donc, ça fait, tu vois, là, j'ai un peu plus de 70 épisodes sur l'écosystème du private equity. Et Capital Initiation, c'est une asso qu'on a montée donc avec Ludovic Soulabaille, qui est un copain qui bosse à la BPI. Et ça, on a monté cette asso, donc c'est un petit peu comme le même principe que Baby VC. Donc Baby VC, je sais pas si tu... Moi je connais, je sais pas si les personnes que tu peux en parler. Le principe, c'est de réunir des étudiants qui sont de plusieurs écoles différentes. Et je vais te pitcher Capital Initiation, c'est plus simple. En fait, ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit, donc sur le même modèle que Baby VC, on va fédérer environ 25 étudiants tous les 6 mois, et tous ensemble, on va organiser 8 webinaires sur le private equity, chronologique. Donc le premier, ça va être qu'est-ce qu'un fonds de private equity, comment bien investir, bien sélectionner les entreprises, bien analyser, bien négocier, bien accompagner, enfin bref, 8 épisodes chronologiques. Et tous ensemble, donc il y a 25 étudiants, et ce qui était hyper important pour nous, c'est qu'il y ait un maximum de formations représentées. Et tu vois, là on attaque le 4e batch en septembre, donc là on est un peu plus de 70, et sur chaque session, tu as entre 15 et 20 écoles représentées. Et ça, c'était hyper important pour nous parce que, en effet, c'est un métier où c'est plus accessible quand on a fait les top 5.
Mais en fait, pour nous, ça nous semblait juste incompréhensible qu'on ne donne pas la chance à tout le monde de mettre un pied dedans. Et en fait, du coup, là, on est hyper fiers que sur les 70, il y a une grosse dizaine qui a trouvé des stages grâce à ça, qui auraient vraiment galéré sans ça et qui ont trouvé soit auprès des invités, soit juste parce qu'ils ont mieux compris l'écosystème, ils avaient des meilleures approches, ils contactaient mieux sur LinkedIn. Ils avaient plus le vocabulaire, parce que c'est beaucoup une question de vocabulaire. Et c'est là où les podcasts sont hyper bien, je trouve, pour démocratiser justement tous ces métiers-là, ce que tu fais, tu vois, sur ta chaîne YouTube, où justement, ça permet à tout le monde de vraiment comprendre, avoir les bons éléments de langage, derrière de pouvoir défendre sa candidature, parce que entre une personne qui, sur un concours après prépa, a fait la 5e école ou la 6e école, bon, on peut se demander s'il y a une énorme différence de niveau. Ouais, mais super, mais vraiment bravo déjà pour tous ces projets. Et je pense que ça t'apporte énormément. Et pour en revenir juste sur le capital initiation, je pense qu'également, je pense que tu te rends compte également, mais tu es en train de créer un réseau aussi, mais entre étudiants. Ouais. Peut-être que oui. Vous allez potentiellement pouvoir vous aider. Enfin, je sais pas du tout si c'est un des objectifs de capital initiation ou pas, mais l'objectif, c'est vraiment ce que je t'ai dit, c'est de permettre en fait à tout le monde de mettre un pied dedans, parce que c'est la partie la plus dure. Et une fois qu'on a commencé à mettre un pied dedans, comme moi en fait, j'ai pu le faire chez Euraseo, en fait, on a les bons conseils, on a quelques bons contacts, on sait ce qu'il faut faire, on a la recette de cuisine, et après c'est juste un petit peu de chance et beaucoup de travail, tu vois. Donc ça c'est vraiment l'objectif, parce que tu vois, dans le lot, au final, tu en as qui se rendent compte que c'est pas ce qu'ils veulent faire et qui partent. Et ensuite, sur la partie jeune du métier, tu as France Invest qui fait un super job avec Club Avenir. Et en fait, le Club Avenir de France Invest, justement, ça fédère tous les jeunes qui sont dans le métier. Et le but, c'est pas de remplacer Club Avenir. Ok, je connaissais pas du tout. Donc, tu vois, en fait, c'est déjà organisé. C'est déjà fédéré. Alors bien sûr, dans le lot, il y en a certains avec qui on reste en contact, qui deviennent des copains ou au moins des connaissances. Et évidemment, si on est dans le même écosystème, ça va se servir. Mais tu vois, ce ne sera pas quelque chose ce sera pas un club privé. Je pense pas qu'on a vocation à devenir un club privé. C'est plus une porte d'entrée pour les étudiants qui y participent. Et ensuite, tu as la version adulte, c'est Club Avenir, où c'est les différents clubs, quoi. Parce que si on en fait un truc plus de personnes qui sont déjà dans le métier, c'est super dur de regarder aussi la culture étudiante, où en fait, parce que à chaque session de 6 mois, tu repars sur qu'est-ce que le private equity. Ouais, ça. Donc tu poses pas la question quand normalement, quand tu as la réponse une fois, tu la reposes pas. Donc tu vois, on peut pas. Il faut que ça reste une porte d'entrée. Je comprends tout à fait, mais top, en tout cas super intéressant. Encore une fois, je l'ai dit en introduction de cette vidéo, mais je mettrai tous les liens de justement ton podcast, de ton association et également de ton LinkedIn, parce que Mathieu poste également pas mal de choses sur LinkedIn. Donc voilà, et si je reviens un petit peu sur toutes ces expériences-là, toi en quelque sorte, ça t'a apporté quoi? J'imagine que c'est également des lignes sur le CV et qu'en entretien, tu as pu justement dire que tu as pu interviewer telle et telle personne, que tu as une meilleure compréhension du monde du private equity. Mais qu'est-ce que ça t'a permis de développer en plus de ces points-là? Ou peut-être qu'au contraire, tu avais déjà un CV bien fourni, mais c'était juste pour, c'est déjà très bien, mais développer ton réseau. Est-ce que tu peux nous... C'est-à-dire, tu peux préciser? Oui, bien sûr, le fait d'avoir fait ce podcast, en plus d'avoir rencontré des personnes, qu'est-ce que ça t'a apporté Ouais, ok. En plus d'avoir, comme tu dis, appris plein de choses en fait avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, je pose des questions, je demande souvent à l'audience, aux gens qui écoutent, quelles seraient les questions qui seraient intéressantes pour eux. Je pose évidemment aussi celles qui sont intéressantes pour moi. Bon, en l'occurrence, comme on a le même âge, en général, on se pose les mêmes questions, plus ou moins les mêmes parcours. Donc ce que tu dis, la partie rencontrer du monde. Après, pour pouvoir s'organiser en même temps que faire ça en même temps que les cours, c'est quand même pas mal d'orgas. C'est quand j'étais à Lyon, des TGV à 5h pour arriver à Paris, faire l'épisode le matin et puis repartir l'après-midi parce que j'ai un cours à 17. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça qui au final sont des super souvenirs et super rencontres. Et aussi, si ça m'a permis de voir que je pouvais être régulier aussi, parce que tu vois, 70 épisodes, ça demande du temps, ça fait un toutes les 2 semaines en moyenne, tu vois, depuis que j'ai lancé. Donc c'est beaucoup d'orgas, mais ça m'a plutôt formé et c'est plutôt cool parce qu'en PE, tu es toujours sur 15 dossiers à la fois. Donc tu fais partie deux deal teams en même temps, mais tu dois continuer à rencontrer du monde pour continuer à sourcer, tu dois continuer à accompagner les boîtes que tu as en portefeuille.
tu vois, tu as plein de choses à faire, donc c'est bien d'être organisé. C'est le point un peu vers lequel je voulais que tu ailles, parce que justement, si je reprends un peu mon expérience avec ma chaîne YouTube, c'est vrai que moi j'ai commencé ma chaîne YouTube alors fin d'études, fin de M1, et donc en début de césure. Juste avant la césure. Exactement. Et j'ai continué avec mon premier stage, pendant mon premier stage en M&A. Et en fait, ça m'a permis vraiment de développer, d'un point de vue organisation, énormément de compétences. Et des compétences qui sont certes pas personnelles, mais qu'en fait on peut réellement mettre en pratique dans nos futurs métiers. Donc, tu t'organisais comment? C'était beaucoup de to-do list sur Windows To-Do. Beaucoup d'agenda, mais bien, alors c'est un peu psychopathe, mais c'est-à-dire, ok, réveil 7 heures, je vais faire 45 minutes de ça, le sport bien planifié, etc. Parce que je voulais vraiment pas mettre à côté ma vie un peu sociale. Donc voilà, c'était être très très rigoureux et de bien suivre et aussi organisé d'un point de vue agenda, tout simplement. Donc non, très intéressant que tu nous parles de ça. Ok, super. Merci beaucoup Mathieu pour ce troisième point sur tes projets en parallèle de tes études. Maintenant, passons au quatrième point sur une partie qui, je pense, risque d'intéresser beaucoup de personnes, ton début de carrière en private equity. C'est vrai qu'en amont d'enregistrer, je te parlais du fait qu'il y a pas mal de personnes qui me posent des questions. Ok Hugues, est-ce que c'est vraiment possible d'effectuer un CDI, de rentrer dans un fonds de private equity à l'issue de ses études? Toi, tu en es la preuve que oui, c'est possible. Et j'aimerais bien savoir un petit peu comment est-ce que tu as fait, et c'est des conseils à donner à toutes les personnes qui veulent avoir un parcours similaire ou du moins rejoindre un fonds de private equity directement après ses études. Ouais, j'ai 6 preuves de plus sur Bienvenue au Capital. Parce que donc j'ai fait des épisodes qui s'appellent La parole aux juniors. Et en fait, je suis allé à la rencontre de 3 garçons, 3 filles, qui les 6 ont commencé leur carrière en private equity. Et c'est chez Rothschild, Ardian, BPI, Innovafond. Tu vois, donc c'est des fonds variés. Et en fait, il y a des postes en sortie d'études, tout simplement, avec des expériences cohérentes, avec de la chance, avec du timing. Ça dépend juste des fonds. Tu as certains fonds qui, tu le sais, mais du coup, peut-être qu'on peut le rappeler vu que tu me poses la question. Mais donc, tu as des fonds qui sont plutôt mid, large cap, où en fait, tu fais un stage chez eux, ils ont une bonne image de toi. Et ensuite, tu vas en M&A, et dans 2 ans, quand ils vont ouvrir un poste, ils vont regarder leurs 10 derniers stagiaires, ils vont dire, bah oui, elle était bien, lui, il était bien, ils vont vous rappeler, et ensuite, tu vas avoir la chance ou non de passer les entretiens et d'entrer chez eux. Ça, c'est une possibilité, mais c'est en général plus pour le mid, large cap. Le small, tu as des équipes quand même qui recrutent, celles que j'ai citées, évidemment Turing Group, où au final, tu as énormément de juniors qui sont venus en sortie d'études, et parce que c'est vraiment des questions de culture d'entreprise. Si tu as par exemple en small, on pourrait croire que c'est plus facile d'arriver en sortie d'école, c'est un peu ce que je viens de dire, parce que le mid et le large, c'est quasi mission impossible. Donc tu as des fonds small qui prennent, mais tu as aussi des fonds small où en fait tu as peu de personnes qui n'ont pas le temps de former des juniors et qui eux aussi vont plutôt que prendre des M&A, vont plutôt prendre des gens qui ont fait du TS tu vois, pendant 3-4 ans, qui sont bien techniques et qui donc arrivent, sont un peu plug and play, et on leur dit tiens, tu analyses très bien les dossiers, on a plein de dossiers small qui arrivent, peut-être non intermédiaires, donc il faudra revoir tous les états financiers, et donc c'est intéressant pour eux d'avoir des gens qui ont de l'expérience. Turen, la mentalité, c'est plus de se dire on va former les jeunes au métier, parce que donc, comme tu le disais, en M&A, c'est beaucoup de marketing aussi. En PE, c'est beaucoup d'analyse. Les notes, on fait souvent des notes internes, donc elles sont très denses au niveau du fond, mais sur la forme, comme c'est de l'interne, tu vois, par exemple, on fait souvent les notes d'investissement en Word, chez Turen ou ailleurs, parce que l'important, c'est le fond du dossier qu'on est en train d'analyser, là où en M&A, tu vas faire plus de PowerPoint. Enfin, c'est une question de culture d'entreprise. Et donc, en ayant fait les stages cohérents, en ayant les écoles plutôt cohérentes et en parlant à beaucoup de monde, c'est possible. Ok, super intéressant. Et tu peux nous dire la manière dont tu as justement, c'était une offre en ligne auquel tu as postulé, ou peut-être que tu as... Non, justement, c'est, les offres, elles restent assez peu longtemps. Je ne sais pas si tu vois forcément passer de temps en temps des offres sur LinkedIn. À la fin de la journée, tu as déjà plus 300, plus 200, je ne sais plus à combien ça peut candidature. Elle reste une demi-journée, une journée max. C'est un truc de dingue. Non, moi en fait, je me suis fait une shortlist des fonds qui m'intéressaient. Donc moi, je voulais faire du small.
Parce qu'en small, je ne sais pas si tu as déjà expliqué les différences sur la chaîne. En M&A, on peut, je crois pas, mais bon, Ouais. le côté entrepreneurial qui est très présent. C'est ça, t'es plus rapidement exposé, plus rapidement, tu vois, on te demande de faire des missions de sourcing, tu vois, d'être sur le terrain, ce qui est une approche qui est, moi je trouve, hyper intéressante parce que complémentaire. Dans quelques années, c'est le job qu'on aura. Donc si dès le début, on peut commencer un petit peu essayer de aussi s'habituer à cette partie-là, c'est intéressant. Enfin bref, j'étais plus intéressé par la partie small, donc je me suis fait un peu une shortlist des fonds qui m'intéressaient. Et ensuite, c'était important pour moi de commencer dans un fonds qui avait du sens, tu vois, et c'est un peu cliché pour notre génération de le dire, mais je pense que... De moins en moins, je pense. Ouais, aussi, justement, ouais, donc de plus en plus cliché au final, vu que de moins en moins, tu vois, c'est de plus en plus normal, mais je pense que ça va dans le bon sens. Et en fait, donc j'ai rejoint l'équipe chez Turenne, l'équipe Nov Relance Impact chez Turenne. En fait, le principe du fonds, le postulat, c'est que tu n'as pas de justice environnementale sans justice sociale. Et en fait, tu as beaucoup de fonds environnementaux qui se lancent en ce moment, article 9, qui sont en train d'essayer de décarboner, qui ont un sens environnemental. Nous, on a des critères renforcés sur l'environnement et donc que les entreprises dans lesquelles on entre, en gros, elles baissent leur impact carbone et qu'elles s'améliorent sur les sujets RSE. Mais on a un point très précis qui est assez différenciant, c'est que 100% des boîtes dans lesquelles on investit proposent à 100% de leurs salariés de participer à la création de valeur. Ok. Donc ça veut dire que soit tous les salariés deviennent actionnaires des boîtes dans lesquelles on investit, soit à la revente, ils vont toucher une grosse prime sur la session, une prime sur la plus-value. Un peu un management package, mais pour tous les salariés. Okay. Ça se fait beaucoup pour les dirigeants, pour les N-1 des dirigeants. Mais par contre, que tous les salariés profitent du partage de la création de valeur, j'en ai pas trouvé d'autres qui font ça. Et donc moi, je suis hyper content d'avoir rejoint cette équipe. Là, on a 7 boîtes en portefeuille. Okay. Ça se passe super bien. Et de plus en plus, de toute façon, de fonds vont tendre vers ça. C'est de plus en plus à la mode, mais le fonds a un peu plus de 2 ans, et au moment où ça se faisait moins. Et tu vois, Turenne montre un petit peu l'exemple parce que 100% des salariés de Turenne sont actionnaires de Turenne. Ok. Donc voilà. Super intéressant. Et en plus, je trouve que ça tacle un petit peu les critiques qu'on peut avoir sur les fonds d'investissement de private equity qui disent ok, ils sont juste là pour faire gonfler les bidas et après sortir en impactant un peu les équipes des sociétés qui parfois sont un peu virées, etc. Enfin bref, là où si tu me dis que quand tu investis dans une boîte, tout le monde est à une partie du capital de la société, en fait ça crée de la valeur pas que pour le fonds et les top dirigeants, mais également pour l'ensemble de la boîte. Donc je trouve que c'est super intéressant d'adopter cette approche-là. Ouais, de toute façon c'est le sens de l'histoire. Ouais. C'est une industrie qui était moins surveillée au début que le non-coté, parce que pas obligé de reporting, donc des boîtes qui étaient un petit peu sous les radars. Tu remarques qu'il y a beaucoup de patrons de fonds aujourd'hui qui sortent de 3i. Et c'est pas un hasard parce que 3i c'était une boîte cotée. Okay. Et en fait, donc ils étaient obligés de beaucoup communiquer sur leur activité. C'était public ce qu'ils faisaient, et donc ils ne pouvaient pas faire des choses un petit peu moyennes. Okay. Et donc ça leur a mis un standard d'éthique super fort, ce qui fait que c'est des gens qui sont ensuite durs dans le métier, parce qu'en fait, une réputation, ça met du temps à se construire, ça se détruit super rapidement. Et quand on est dans des boîtes publiques, on a tendance à faire un peu moins d'erreurs, tu vois. Ok, super intéressant. Si on en revient un petit peu plus à ton rôle en tant qu'analyste au sein de Turenne, tu peux nous parler un petit peu de tes principales missions. Alors, je ne sais pas si tu as une journée classique, mais un petit peu de ce que tu peux faire justement au day-to-day. Il y a plusieurs missions. Il y a des missions d'analyse et des missions de sourcing. Globalement, c'est comme ça que sont réparties mes missions, les 2 grands types de missions que j'ai. Okay. Pour l'instant, je n'ai pas le 3e type qui est l'accompagnement des boîtes en portefeuille, tout simplement parce que l'organisation de Turenne, c'est de dire qu'on a des deal teams qui vont faire le deal, qui vont investir dans la boîte, et ensuite, c'est assez logique, la relation est créée, c'est eux qui vont l'accompagner. Okay. Et donc, normalement, ça c'est les 3 grandes missions. Tu dois sourcer des dossiers, tu dois les analyser, et ensuite tu dois les accompagner. Moi, pour l'instant, je n'ai pas l'accompagnement, donc je m'occupe juste de participer au sourcing, je m'occupe d'analyser les dossiers entrants.
Ok. Et donc, pour l'analyse, est-ce que tu veux que je te décrive peut-être un process de comment est-ce qu'on analyse un dossier avec plaisir. quand on le reçoit? Je pense que ça peut être super intéressant. Ouais. Si tu veux, le process, et là vraiment je vais parler même de manière classique parce qu'on compare souvent avec des copains qui font la même chose, et c'est vraiment de manière globale. On reçoit des dossiers qui sont emmenés par des M&A, Ok. les très beaux deals qui se font en non intermédiaire, mais c'est quand même très rare. Ok. Et donc en général, un M&A commercialise un dossier, donc il envoie à plein de fonds, nous on le reçoit. On a une première analyse où en fait c'est est-ce que ça peut nous... D'abord, si tu veux même rentrer dans le détail, on reçoit un teaser, donc un teaser. Ensuite, on signe, si ça peut nous intéresser, on signe un NDA. Donc une fois qu'on a envoyé le NDA, on peut recevoir l'info mémo avec vraiment le nom de la boîte, les infos mémo que tu produisais du coup chez Permateur en césure. Et donc là, on analyse tout l'info mémo. Suivant les process internes des fonds, tu commences déjà à en parler un petit peu en pré-comité ou juste en réunion hebdomadaire en disant voilà, on a reçu cette boîte-là, c'est dans un secteur qui peut nous intéresser, parce que le premier tri il peut se faire aussi sur le secteur, tu vois, il peut se faire sur la finance, sur le marché. C'est une boîte qui génère pas de cash, ça va être un peu compliqué. C'est un marché, par exemple l'immobilier résidentiel en ce moment. Au moment où on enregistre été 2023, c'est compliqué, tu vois, donc on peut assez rapidement au final mettre un sujet de côté parce que au final on se rend compte qu'il va pas cocher les cases qui nous intéressent. Et si le dossier commence à nous intéresser, alors là tu parles au M&A, tu rencontres le dirigeant, donc le coffee meeting, management press, tu appelles comme tu veux. On les rencontre, on produit déjà un petit peu d'analyse en interne, donc quelques pages. Si ça continue à nous intéresser, potentiellement on peut revoir le management, on reproduit un document en interne un peu plus fouillé. Okay. Et si on a un go en interne, on envoie une LOI. Et donc ça c'est une lettre d'intérêt où on dit on pense que la boîte elle vaut entre temps et temps, et on a envie d'investir potentiellement sous ces conditions avec ces conditions suspensives. Okay. Et à ce moment-là, si notre LOI elle passe, en général, les M&A vont garder, sur un process super concurrentiel, ils peuvent garder 5 fonds, mais c'est compliqué parce qu'à ce moment-là, tu engages beaucoup de frais. Au moment où tu passes la LOI, tu commences à payer des due diligence. Donc les due diligence, c'est des audits d'acquisition, et ça peut être des audits d'acquisition financiers, juridiques, RSE, digitaux, si c'est des boîtes où tu as un outil digital hyper important. Enfin bref, tu as plein de due diligence, c'est super cher. Et donc, plutôt que déjà tu lances une LOI quand tu penses que tu vas pouvoir aller au bout. Ouais. Ensuite, si tu es 5, tu as moins de chances d'aller au bout, c'est un peu embêtant. Mais en général, tu as 2-3 fonds qui sont autour d'après. Ouais. Et là, on produit notre énorme note d'investissement qui va selon les fonds entre 50 et 150 pages. On a des comités d'investissement. Et si ceux-ci sont OK, on dit nous on pense que la boîte elle vaut tant, qu'on peut investir tant, voilà comment on imagine l'avenir ensemble, voilà le projet d'entreprise qu'on a envie d'écrire sur les 3-5 prochaines années, parce que c'est clairement un mariage à l'investissement et il faut être convaincu qu'on a la même vision pour avancer, parce que ça reste un projet d'entreprise. Là j'en parle du côté deal, mais un fonds PE, c'est un fonds qui, le principe c'est quand même d'accompagner les boîtes pendant plusieurs années. Et donc là, il y a tout l'aspect deal. D'ailleurs, il faut être sûr que sur les 5 années qui vont suivre, on est d'accord sur le process. Tu as les dirigeants qui vont vouloir avoir des fonds qui les appeler tous les lundis matins. Tu en as qui vont vouloir les voir juste une fois par trimestre parce que moi je vois, mieux je me porte. Okay, ouais. Et donc, c'est un peu du sur-mesure. Enfin, c'est totalement du sur-mesure. Et derrière, on investit dans la boîte. Après, on l'accompagne. Pour l'instant, moi, je ne peux pas faire ça. Donc je peux pas t'en parler, mais on en parlera si tu veux quand je l'aurai fait. Et pour le sourcing, ensuite, écoute, tu as la partie où tu sources en rencontrant des M&A. Donc moi, je rencontre ceux de ma génération, forcément, parce que les partenaires se connaissent entre eux, les directeurs d'investissement se connaissent entre eux. Toi, en général, ceux qui ont commencé le métier depuis, quand tu commences, ceux qui ont commencé depuis jusqu'à 2-3 ans, assez rapidement, tu les rencontres, tu fais des déj, des cafés pour commencer à se connaître. Ouais. Et quadriller aussi le marché, parce que suivant le nombre de partenaires que tu as dans ton fonds, il faut qu'ils quadrillent un maximum et que tous les dossiers intéressants, ils les voient.
Et tu as des fonds qui ont 5 partenaires et qui vont quadriller tout le marché, tu as des fonds qui en ont 2 ou 3, et même en tant que junior, c'est là où tu peux aller gratter un petit peu, trouver un petit peu des petites pépites qu'eux n'ont pas trouvées, quoi. Donc tu as la partie, sourcing M&A, tu as la partie envoyer des mails, décrocher son téléphone, faire des salons, certains le font, moi je n'en ai pas encore fait, mais tout ce que tu peux pour trouver des entreprises qui pourraient avoir ce besoin d'accompagnement et qu'on peut leur donner, quoi. Ok, super intéressant. En tout cas, ça se voit que tu es passionné par ton métier, et puis je pense que ça va en intéresser plusieurs personnes. Merci beaucoup Mathieu pour nous avoir parlé de ton métier. Encore un grand merci à Mathieu d'avoir pris le temps d'effectuer cette interview. Et maintenant, je lui laisse le mot de la fin de cette vidéo. J'ai réfléchi en me disant sur les 70 épisodes du podcast, forcément c'est une question que je pose moi aussi, c'était quoi les 3 conseils qui m'ont le plus marqué? Le premier, c'est quand même de bien avoir en tête que le private equity, c'est un métier de temps long. Si tu fais du commerce, tu sais à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, tu connais ton chiffre d'affaires, tu connais ta marge, bref, tu sais si tu as bien bossé. Quand tu fais du private equity, la société, tu vas la vendre au bout de 5 ans. Et un fonds, c'est constitué d'une dizaine de boîtes, et un fonds, ça dure 10 ans, donc tu mets 10 ans avant de savoir si tu as fait un bon job. Ensuite, c'est de bien comprendre et accepter son rôle. Ça, j'ai un épisode à la rentrée qui sort avec Jean-David Chamboredon, qui me prend un petit peu l'exemple, tu sais, d'un copilote, d'un passager sur une voiture. Tu es dans une voiture de course, elle est lancée à 250 km/h, sauf que toi, tu es sur le siège passager. Et le seul truc que tu peux faire, c'est dire attention, ça va tourner à droite, on va bientôt plus avoir d'essence ou il va falloir passer une vitesse. Mais par contre, tu n'es pas en train de conduire. Olivier Millet prend une autre analogie, il dit c'est comme si on est capitaine de la Coupe Davis. Tu n'es pas sur le court en train de taper la balle, par contre, dès que le joueur va s'arrêter, il va falloir trouver les bons mots, trouver le bon positionnement, la bonne place par rapport à lui, pour lui donner des conseils, sans appuyer sur son ego, ou appuyer parfois, parce que c'est aussi le rôle d'un coach. Et en fait, ces 2 analogies, c'est juste pour montrer qu'on a un rôle de conseiller, d'accompagnateur, mais il ne faut pas chercher à être sous le feu des projecteurs, sinon il faut devenir entrepreneur tout simplement, mais ce n'est pas le rôle d'un investisseur. Et le 3e point, c'est qu'à la fin du jeu, c'est les rencontres qui comptent. Ça, c'est une question que je pose à chacun de mes invités. Quelle est la meilleure chose que ce métier t'a apporté? Et les 3/4 spontanément me répondent les rencontres. Parce que c'est un métier où les investisseurs, plus ils travaillent dans cet écosystème, ils sont entourés de personnalités qui sont intelligentes, motivées, toutes différentes, entre l'entrepreneuse passionnée, entre l'avocat ambitieux, entre le M&A dynamique, l'expert financier. À chaque fois, c'est des rencontres de personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et donc, c'est ce qui a contribué à rendre le chemin agréable pour les investisseurs que j'ai rencontrés. Et donc, globalement, avoir ces 3 points en tête, au-delà pour arriver à rentrer dans le métier, parce que ça, c'est plus avec tes contenus, Hugues, qu'on peut arriver à rentrer dans le métier. C'est savoir si c'est vraiment un métier qui peut nous plaire. C'est savoir si on est capable d'accepter la gratification différée. Savoir qu'on ne va pas avoir le rôle de pilote, mais qu'on va avoir le rôle de passager, de coach, et qu'il va falloir l'accepter. Et aimer faire des rencontres, être curieux.